Bonjour et merci de regarder des Rerum Inferni. Aujourd'hui je vais vous parler des trois libidos qui sont un motif assez important dans la chrétienté et qui sont un motif philosophique très important, comme je vais vous le montrer au travers de deux penseurs, un que j'adore et un que je déteste. Alors ces trois libidos, il faut savoir qu'elles agissent sur l'individu et permettent d'interpréter les comportements humains, d'interpréter ou de qualifier, au sens de la qualité, les comportements humains, et notamment je voudrais que tout au long de cette vidéo vous ayez en tête la notion d'homme, d'individu politique, de motivation politique à l'exercice d'une force publique sur autrui. Voilà, donc c'est très important puisque c'est le système dans lequel je propose de réfléchir sur ces trois éléments qui sont en fait 3 x 3, 9. Alors justement, pour bien comprendre ça, je vais vous parler vite fait, assez rapidement de la notion de calque en infographie, donc dans le graphisme. Les graphismes ne travaillent pas une image. L'image, elle est vierge, intouchée au fond, entre guillemets, un peu comme quand vous étiez au collège ou au lycée, il y avait un prof qui mettait un transparent sur le rétroprojecteur. Et puis, alors ça s'appelle pas un rétroprojecteur, voilà, et puis qui mettait un plastique et qui dessinait sur son plastique afin, par système de calque, de superposition des calques, d'intervenir sur l'image qu'il vous montrait pour vous, je sais pas, faire des flèches, montrer que les méchants arrivent par là et les gentils se défendent par là, que je sais pas, si vous aviez un cours d'histoire sur le Mordor ou sur l'URSS, ce qui est à peu près pareil, vous aviez les gentils enfin les gentils hommes de Aragorn qui arrivaient, qui délivraient tout le monde, etc. C'est pareil, la bataille de Stalingrad, enfin bon. Voilà, vous avez l'idée, l'image en tête. Donc c'est pareil en fait avec le graphisme, on prend une image qu'on fout au fond et après dessus on met des calques, un peu avec Instagram et compagnie, et on modifie l'image en fait sans toucher à l'image. On modifie des calques qui se superposent. Ce dont je voudrais vous parler, c'est exactement pareil. On va parler d'individus qui ont des complexités et des singularités très prégnantes, très présentes, qui ne bougent pas, et en revanche, ils vont avoir des influences, des systèmes de calques esthétiques ou intellectuels ou érotiques, et c'est bien là que ça devient intéressant, qui vont modifier leur comportement. Alors ces trois libidos, elles ont été pensées tout d'abord par saint Augustin, qui est un père de l'Église, qui a considéré que trois grandes teintures humaines se dégageaient, trois grandes forces humaines se dégageaient dans l'expression de la sexualité. Alors lui, il ne l'a pas pensé comme ça, ça a surtout été pensé comme ça par Freud, il a mis un trombone sur ses idées et il les a rapprochées d'autres idées. Et donc ces trois libidos, ce sont la libido siendi, la libido setiendi et la libido dominendi. C'est très classe, c'est en latin, c'est en fait assez simple à comprendre. La libido siendi, c'est la libido de la connaissance, le désir de connaître. La libido setiendi, c'est le désir de sentir, alors c'est moche, donc on va dire le désir de jouissance. Et la libido dominendi, c'est le désir de dominer. Donc ces trois libidos, vous reconnaîtrez assez vite que même dans la sexualité, très trivialement, il y a trois types, on peut retrouver ces trois façons d'avoir du désir sexuel: le fait de connaître l'autre, le fait d'avoir envie de l'autre, d'aller au-devant de l'inconnu, ce que Kierkegaard appelait, Kierkegaard a posé la question: y a-t-il plus excitant, plus pétillant, plus croustillant que le possible? Donc c'est exactement ça, la libido siendi, c'est aller à la recherche du possible. La libido setiendi, ça va être le fait de jouir, tout simplement. Donc certaines sexualités sont beaucoup plus dans la jouissance, d'autres sont plus dans la connaissance. Et puis il y a la libido dominendi qui donne gaiement cours au BDSM, à tous les jeux de domination, etc. Donc très très à la mode avec 50 Shades of the Grey aujourd'hui. Ces trois libidos-là se retrouvent aussi, s'expriment également dans un domaine qui n'est pas celui du strict érotisme, ça va être l'intellectuel, le domaine intellectuel ou le domaine politique, je le rappelle. Ces trois libidos ont été réinterprétés au travers de la notion de mythe, pas réinterprétés, mais réappropriés au travers de la notion de mythe, par Søren Kierkegaard, un philosophe danois et protestant, ce que je n'ai pas justement rapporté dans une certaine vidéo. Et donc ce protestant, ce très protestant, pas du tout catholique, voilà, c'est dit, était quand même de fondation chrétienne, puisque le protestantisme est chrétien, et s'est approprié ces trois mythes, surtout deux en fait. Il a laissé le troisième un peu de côté parce que ça fonctionne pas très bien, on va expliquer pourquoi. Et voilà, un nouveau problème technique. Donc là, je vais couper assez vite. On va revenir sur les trois mythes exploités par Kierkegaard.
et puis après on va avoir assez vite terminé dans une espèce de remise en perspective avec certains hommes politiques. Je vais vous en montrer un ou deux, mais c'est quasiment fini. Je suis désolé d'avoir cette coupure, ça m'excède, vous n'imaginez pas à quel point. Donc ces 3 mythes que Kierkegaard choisit avec lequel il choisit de faire du syncrétisme à partir de la chrétienté. Je ne suis pas certain qu'il ait lu Saint-Augustin, je ne suis pas certain qu'il n'ait pas lu Saint-Augustin dans la mesure où Kierkegaard était un immense lecteur, et ça m'étonnerait qu'il ne l'ait pas lu. Cependant, je n'en ai pas particulièrement spécifiquement retrouvé de traces écrites. Donc en revanche, on a le Don Juan de Kierkegaard qui parle énormément de Faust et de Don Juan, et qui parle assez peu du juif errant. Il en parle dans ses Diapsalmata, il en parle dans Eten Hélène, qui a été traduit par ou bien, mais il n'en fait pas un motif aussi fort que les motifs de Don Juan et de Faust, qui sont des motifs d'expression qui sont des motifs d'expression, je réfléchis en même temps, en fait ça va pas du tout, de libido, et le juif errant ne correspond pas à l'expression d'une libido dominandi. Donc c'est en cela que les deux cadres, les deux systèmes ne se superposent pas, et c'est bien pour ça que ça devient intéressant, parce que du coup c'est quelque chose que je vous propose d'interpréter comme tel et qui n'est pas forcément valable. Je reviens tout de suite là-dessus. Alors, on a donc le mythe de Don Juan, qui est le mythe de la jouissance, de celui qui consomme le corps de l'autre, qui est dans un rapport sexuel, comme je l'ai dit tout à l'heure, de l'appropriation du corps de l'autre pour en faire un objet de jouissance, à la fois de soi et de l'autre. Don Juan, c'est quand même vachement plus soi que l'autre. Et puis Faust, qui est dans un rapport de connaissance du corps de l'autre, dans une espèce d'expertise de la sexualité, et surtout d'expertise du champ physique. Alors donc le mythe de Faust, j'en ai un peu parlé, un tout petit peu, ça entraîne la notion d'hubris, de dépassement des limites physiques, etc. Et le Don Juan, on est dans ça va jusqu'au bout des limites, et ça consomme autant que faire se peut les limites. Donc là c'est très intéressant, parce qu'on a la vibration qui sépare, qui casse Don Juan et Faust. Don Juan, c'est celui qui se vautre dans la consommation des limites, qui va jusqu'au bout des limites, si on veut, qui boit la coupe jusqu'à la lie. Faust, c'est celui qui laisse de côté la coupe et puis qui va utiliser la coupe pour faire autre chose avec. Et donc c'est quelque chose de beaucoup plus puissant. Et j'en viens à Asverus, j'y reviens après. Et j'en viens à le plus grand concept existentialiste de tout l'univers, le plus grand concept existentialiste de Kierkegaard, qui est les 3 âges de l'homme. Alors, pour Søren Kierkegaard, existentialiste, l'homme traverse 3 étapes esthétiques, 3 étapes sensibles. Il va commencer par l'âge esthétique jusqu'à la fin de l'adolescence, ensuite par un saut de puce, c'est comme ça qu'il l'exprime, il va passer à l'âge éthique, et ensuite par un autre saut de puce, il va passer à l'âge spirituel religieux. Alors c'est un peu, on y revient. Alors qu'est-ce que ce saut de puce? Le saut de puce dont il est question, c'est une espèce de réalisation soudaine, c'est pour ça que je tape dans ma main, ça fait vachement classe, c'est une espèce de réalisation soudaine de l'insuffisance qui est contenu dans un rapport à l'existence. Alors l'existence, le mode esthétique, c'est le mode sensible, c'est le fait d'être dans la jouissance, on peut rapprocher ça un peu dans une certaine mesure de Don Juan, c'est le fait d'être dans la satisfaction du plaisir narcissique au travers d'un rapport sexuel de consommation. Je fais très simple. Ensuite, saut de puce, âge éthique arrive par une insuffisance du plaisir à jouir de l'autre, et on se dit ouais mais merde, moi quand même ma vie j'aimerais bien que ce soit pas, à la fin de ma vie quand je dois dresser le bilan, je vais pas me dire oh super j'ai vachement bien joui, j'aimerais bien avoir produit un système moral, un système d'art, quoi que ce soit qui soit éthique, c'est-à-dire qui produise une valeur, une mise en valeur, une échelle de valeur, pardon, du bien et du mal. Alors sans aller du bien ou du mal, du bon et du mauvais. Avoir encouragé autrui à se dépasser soi, par exemple. Alors ça peut passer par l'œuvre d'art, ça peut passer par... certains ont des âges éthiques tout à fait jubilatoires de l'ordre des fiches comptables, c'est passionnant de générer de la richesse, c'est extraordinairement excitant, on est de plus en plus riche, c'est génial. Moi je vois pas trop ce qu'il y a d'éthique là-dedans, sauf que notre société est paradigmatiquement tournée vers ça, vers la puissance exponentielle de l'argent. C'est un âge éthique qui a complètement disparu.
Et puis à la fin de la vie, il y a un nouveau stade qui apparaît, il y a un nouveau saut de plus. C'est ouais, d'accord, j'ai produit du bon et du mauvais, j'ai donné en fait ma valeur ajoutée à ce monde, mais au final, à quoi ça sert? Je vais plutôt transmettre à ceux en qui je crois, à ceux dont je crois qu'ils sont capables de produire de nouveau. Après un âge esthétique, un âge éthique, et de prolonger mon œuvre. Et donc c'est spirituel, religieux. J'ai déjà parlé de l'étymologie du religere latine, du lien à l'autre. Et donc l'âge spirituel, c'est je transmets à autrui ce qui m'a été ce que j'ai construit, ce qui m'a été donné puisque j'ai construit, et afin qu'il transmette à son tour, etc., etc. Donc c'est le principe de l'humanité tout simplement. Donc ces trois états qui passent par deux sauts de plus, qui sont l'âge ironique de esthétique à éthique, donc on se met à devenir ironique avec soi-même, et puis l'âge humoristique, c'est-à-dire on se met à être drôle avec son matériau éthique, donc c'est toujours par quelque chose du second degré, hein. On quitte le registre du premier degré, on passe par le second degré à autre chose, sont très importantes parce que ce sont ce que moi je peux trouver être des étapes faustiennes. On se met à dépasser un état de suffisance, on brise des limites et on va au-delà. Bon, alors maintenant qu'on a cet existentialisme kierkegaardien qui est étalé comme ça devant vos yeux, il peut être intéressant de réfléchir au fait que notre société, typiquement, ne passe jamais par l'âge éthique. Alors il y a toujours des acteurs au sein de la société, parce qu'une société civile, c'est plein d'acteurs différents, c'est pluriel, il n'y a pas d'uniformité. La société civile passe tout de même essentiellement de l'âge esthétique à l'âge spirituel pour certaines castes. Mais il n'est jamais d'étape où on se met à produire tous ensemble un âge éthique qui soit communautaire, alors communautaire, évidemment j'utilise le mauvais mot, mais qui soit universalisant et qui permette de dépasser tous ensemble cette réalité des limites. On reste confronté dans les limites et on rajoute d'autres limites afin que nos descendants jouissent de ce dont on a pu jouir en mieux, et puis les autres qui puissent crever, parce que quand même, hein, faut pas déconner, c'est une balance, donc plus j'en prends et moins les autres en ont, ok, mais moi plus j'en ai. Voilà. Et à cet égard, notre société est dans une époque de la domination. Nous sommes dans un paradigme social, politique, de dominendi, c'est-à-dire nous allons dominer tout ce qui n'est pas nous. Par exemple, les années 70 étaient plutôt dans la libido scienti, on va jouir, hein, on est perpétuellement dans la jouissance, et donc on a massacré la planète parce qu'il fallait jouir et se procurer les moyens de cette jouissance, donc ça écologiquement était un désastre, etc. Aujourd'hui, nous sommes dans la guerre, le pouvoir, le fait de dominer culturellement. On voit bien avec ce qu'on inflige aux musulmans. Les femmes musulmanes qui portent le voile, elles n'ont rien demandé à personne, elles ne demandent pas à ce qu'on les fasse chier. On est dans le dominendi, je vais imposer à l'autre ma version des faits, ma vision des choses, ma réalité. Et politiquement, Nuit debout est incompréhensible aux politiciens qui sont nés à peu près dans les années entre, on va dire, 45, enfin 50 plutôt, et 60, parce qu'ils sont dans un rapport de la domination, de l'appropriation narcissique pour dominer. Voilà. Voilà. Alors maintenant on revient au juif errant que j'ai mis de côté, et puis je vais terminer là-dessus. Le juif errant, c'est celui qui est condamné pour impiété, parce qu'il refuse à Jésus-Christ lors du chemin de croix de lui donner de l'eau, il lui donne du vinaigre, ce qui n'est pas sympa, hein. Enfin en fait c'est pas sympa, mais en fait c'est sympa parce qu'à l'époque le vinaigre c'est un genre de vin avec de l'eau dedans, enfin c'est plus compliqué que ça, mais en tout cas il ne lui donne pas de l'eau comme Jésus-Christ lui demandait, il lui refuse l'eau. Et donc il est condamné par Dieu, un peu comme Caïn, à ne plus jamais pouvoir mourir, ni tué par les autres, ni de la mortalité. Il sera jamais jugé en fait, il est soustrait au jugement. C'est intéressant parce que la caste politique voudrait bien être ça perpétuellement, et elle est bien dans une libido dominendi, c'est-à-dire elle est bien dans la volonté de dominer l'autre. Elle n'est plus du tout dans la volonté de produire de l'espace civil, de l'ordre public, ça ne l'intéresse plus. Elle est dans la jouissance de soi-même, de sa puissance, de sa puissance au sens non nietzschéen du terme, hein, puissance au sens grossier, très adolescent, c'est-à-dire je veux jouir, je veux m'en mettre partout, je vais en mettre partout sur les autres aussi, et c'est moi qui dirige, et toi tu fermes ta gueule, sinon je t'éclate ta gueule avec des CRS. C'est ce qu'on est en train de vivre actuellement avec Nuit debout, qui est une époque tout à fait formidable d'explosion, enfin de déchirement des paraîtres, j'ai plus le mot avec un V qui me paraître, mais et on a tout à coup l'état très dégueulasse de la société qui apparaît aux yeux de tout le monde, avec des ministres, hein, moi je parle Valls en tête, hein, qui est pour moi un néo-Sarkozy en plus nerveux et plus suant, et enfin bref, beaucoup moins élégant, bref.
qui est dans une libido dominandi du juif errant. Je ne veux pas mourir, je veux me maintenir autant. Alors je ne veux pas mourir, je ne veux pas évoluer, je veux me maintenir perpétuellement dans le même, dans la société de l'identité, et je suis le maître de guerre et je veux dominer l'autre. Voilà. Et si je pouvais enlever les élections, ce serait vachement mieux parce que comme ça, moi, j'aurais plus du tout de risque. Voilà. Donc en fait, le juif errant peut, en un certain sens, et dès lors qu'on brise, enfin qu'on casse un peu l'entendement, la compréhension augustinienne de tout ça, s'approcher effectivement d'une libido dominandi dans la volonté à se maintenir étant et n'être pas dans la capacité à changer. Voilà, donc la libido dominandi a un sens avec les deux autres au regard des trois mythes, des trois mythes fondamentaux de Kierkegaard sur l'existentialisme. Je vous invite à réfléchir, donc il y a Valls qui est comme ça, il y a Juppé, enfin ils y sont tous, hein, tous les politiciens. Je vous invite à réfléchir à une représentation d'une société où les politiciens seraient en fait des hommes, des individus qui accuseraient une évolution au sein d'eaux différentes, d'eaux EAUX, hein, d'eaux différentes, et qui, par leurs efforts, par leur travail sur eux-mêmes, pourraient permettre à la société d'évoluer. Aujourd'hui, on n'est pas du tout là-dedans. On n'a pas du tout des Faust comme politiciens. On a des mauvais juifs errants ou des mauvais Don Juan qui sont dans l'appropriation et dans le maintien de la jouissance. Voilà.